D'abord, une première question plus sur le lien entre le Festival d'Avignon et la recherche. Quel est l'intérêt pour le Festival d'Avignon d'avoir ce lien avec les chercheurs? Je crois que toute personne peut, d'une certaine façon, être un peu chercheur, en quelque sorte. Vous savez, on a ouvert une école à Arles et on considère, d'abord tous nos professeurs sont des chercheurs et on considère que les enfants sont aussi des chercheurs. Donc je pense que les artistes sont des chercheurs d'une certaine façon et en tous les cas ils nourrissent le travail des chercheurs. De plus en plus, vous voyez dans les équipes de chercheurs, des équipes pluridisciplinaires. Je me souviens que j'avais rencontré Pierre-Marie Edaube à l'Institut Pasteur et dans son équipe qui travaillait sur le cerveau, il avait bien sûr des chercheurs scientifiques assez classiques, et des mathématiciens, et des physiciens, et des neurobiologistes, etc., mais aussi des philosophes. Et je pense par exemple à Siri Husvet, qui est une grande dame de la littérature, qui est la femme de Paul Auster, et elle est intégrée dans des équipes de chercheurs en psychologie, en neurosciences, parce que l'artiste, le romancier, l'écrivain peut explorer les tréfonds de l'âme de l'autre et donc peut éclairer sur ce qu'est l'autre. Je pense que ça c'est assez fondamental. Donc de mêler recherche et création, ça va de soi pour moi. Et pour la petite histoire, au départ, j'ai fait de la recherche en biologie moléculaire. Oui, c'est vrai que c'est particulièrement parlant. Et, et donc vous sentez que des passerelles entre recherche et culture se développent? Est-ce qu'on est aujourd'hui à un moment de décloisonnement des pratiques? D'une manière générale, les décloisonnements, que j'appellerais plutôt la coopération, sont essentiels dans le monde que nous vivons. Et je reciterai ce propos de Bruno Latour qui m'a beaucoup inspiré, qui dit que bon, puisqu'il ne nous reste guère plus d'années de sol, de vivant, je dirais, dans son ensemble, que ce soit les éléments végétaux, les éléments, tout le monde vivant, animal, le monde minéral, etc., il y a une coopération qui doit s'établir et que pour cela, pour préserver tout cela, il est urgent de ne plus travailler de manière extractive, en silo. Il est urgent de créer des liens, de ravauder, comme il dit très bien, vous savez, quand on ravaude la chaussette en essayant de retisser les fils pour qu'on retrouve l'intégrité des choses. Et on le voit bien, c'est parce qu'on a peu ou pas assez collaboré, ou même on est allé contre ces collaborations, que nous sommes dans cet état-là de réchauffement climatique, de pandémie. C'est un exemple parfait de la chose. Et les artistes souvent nous disent, ont une vision des choses, parce qu'ils se nourrissent du passé, ils se projettent, ils font travailler leur imaginaire, et donc ils peuvent apporter vraiment. Donc c'est indispensable. Je pense qu'on ne peut pas continuer dans ce monde tel qu'il est sans une coopération à tous les niveaux. Ce que fait le vivant d'ailleurs. Je dirais que le végétal, les arbres coopèrent entre eux, les champignons avec les animaux, avec le végétal. Donc pourquoi seul l'humain se sentirait dans cette posture de ne pas coopérer? Quand vous parlez de ce fil qui se tisse, on peut y voir une allusion à l'Arlequin d'Olivier Py, qui était justement donc ce matin, enfin cet après-midi, aux rencontres recherche et création, et qui voyait effectivement dans cet Arlequin aussi une critique du capitalisme et de ses dérives, et d'une certaine manière une opposition qu'on pourrait faire entre d'un côté un imaginaire qui irait vers l'organique et imiter le vivant et s'inspirer des arbres, et de l'autre côté une proposition de fuite dans un métaverse ou dans une fictionnalisation totale et mortifère de nos vies. Est-ce que c'est un petit peu le thème de ce festival cette année? Alors je pense que ce thème est récurrent et effectivement, bon, j'étais voir
jeunesse exaltée, les 10 heures vraiment exaltantes d'Olivier Py. Et la première partie, c'est une dénonciation assez féroce de ce capitalisme à tout crin, et donc d'un des effets pervers immédiats, plus que encore que le développement d'un métavers dont je ne pourrais pas parler parce que je n'ai pas encore vraiment compris comment on pouvait imaginer de vivre comme cela. Mais ça me paraît tellement... mais là, bon, je nécessite peut-être plus d'être plus nourri et que ceux qui le prônent coopèrent plus avec ceux du réel, je dirais. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais un des effets pervers du capitalisme, c'est cette volonté de tout concentrer entre les mains de quelques-uns. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dénonce aussi dans sa pièce, et ce sur quoi nous nous battons là et maintenant, ici et maintenant, puisque nous assistons aujourd'hui en France à la volonté d'un homme de rassembler sous son giron la majorité de l'édition en France, donc de la création. Et je ne peux pas imaginer que ce soit pour y permettre des ponts subtils, parce que ce n'est pas en les imposant et en les rationalisant qu'on va les enrichir. La création, et en particulier l'édition, c'est un métier, je dirais, artisanal, c'est un métier éminemment humain d'accompagnement de talent, c'est un métier aussi un peu de prototype. Chaque création théâtrale, mais chaque livre, qui est souvent l'origine aussi d'une création, hein. Une création au théâtre, c'est aussi un livre. Nous avons eu l'honneur de publier Ma jeunesse exaltée, Le moine de Serebrennikov, le Nid de cendre de Falguière, etc. Donc c'est aussi des livres qui permettent d'ailleurs, et la coopération entre le livre et la représentation théâtrale permet la bonne coopération de faire vivre, au-delà du moment de la représentation, le livre et la possibilité que cela puisse continuer à vivre. Et donc l'édition rassemblée dans un grand groupe industriel financier est menacée parce que sa biodiversité, je dirais sa pluralité, peut être menacée puisque tout sera concentré au même endroit, avec des risques multiples, c'est-à-dire que toute la création émergente aujourd'hui qui se fait dans de nombreuses structures éditoriales indépendantes, uniquement par le fait de la conviction, est-ce que cela va pouvoir rester longtemps? Est-ce qu'il n'y aura pas des soucis d'économie de moyens, de rassemblement, essayer de faire en sorte que... Parce que l'objectif de ces rassemblements capitalistiques financiers, c'est quand même, au bout du compte, une rentabilité financière et donc des rationalisations qui ne peuvent être que préjudiciables. Nous n'avons pas besoin de ça dans l'édition. Donc la question que vous posez, certes, sans doute au niveau de tout ce qui est en dehors du réel et dans des cadres de société encore plus puissantes, hein, notamment avec les GAFA, etc. Mais là, tout de suite et maintenant, l'édition, la création, dans une seule entité, dont on ne peut pas être rassuré quant au fait qu'il y aura la pluridisciplinarité, la nécessaire indisciplinarité, le fait de laisser pousser les choses telles qu'elles doivent être, en dehors de toute rationalisation, puisque cette entité sera au titre de tout ce qui se fait en termes de création, parce qu'elle pourra promouvoir cela avec des moyens commerciaux, des moyens de communication. Ils ont tous les groupes de presse, enfin beaucoup de groupes de presse, des moyens de commercialisation, la main sur la librairie. Or, si la librairie est si vaillante en France et si multiple, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Et d'une certaine façon, c'est la meilleure façon de lutter contre l'uniformisation et, par exemple, les GAFA comme Amazon. C'est pas en faisant un gros groupe face à eux qui de toute façon sera trop petit par rapport à Amazon, mais c'est plus de proposer une multiplicité, un maillage du territoire. Une guérilla. Voilà, en tous les cas, un maillage, un réseau et de multiples liens. Et on sait bien qu'aujourd'hui, pour avoir une espérance et faire quelque chose devant, c'est avec la multiplicité des actions, la diversité. Les solutions seront trouvées, et c'est le propos de la recherche aussi. On ne sait pas d'avance ce que sera, il n'y a pas de rationalisation de la recherche. Il faut avancer, il faut la documenter, il faut l'exprimer, d'où la nécessaire relation avec les artistes qui peuvent permettre son expression aussi et sa diffusion dans le public, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut appeler des boucles de rétroaction qui peuvent être positives et enrichissantes. Donc il est important d'être conscient
des dangers qui nous menacent et qui sont là, puisque aujourd'hui Vincent Bolloré a racheté Hachette et Editis, et au titre de près de 60 à 70% de l'édition, avec des moyens commerciaux, communication et financiers hors normes, et de développement possible pour faire valoir l'arrivée de tous les auteurs à best-seller au sein de son groupe, et donc peut-être faire en sorte que l'édition créative et l'émergence de nouveaux auteurs soient moins évidentes. Il y avait un narratif au moment de l'arrivée de tous ces entrepreneurs dans les médias sur le fait qu'ils n'allaient pas forcément y gagner de l'argent, mais que par mécénat, ils s'engageaient dans la presse. Est-ce que ce narratif perdure par rapport à l'édition, qui pourrait avoir besoin d'argent frais? Et est-ce que l'objectif final, c'est la rentabilité, une commercialisation, ou est-ce que c'est l'influence? Je pense que c'est les deux, et je ne suis pas eux, et je ne vais pas répondre à leur place. Et j'aimais bien l'intervention à nos rencontres recherche et création de Patrick Bouchon, qui relatait ce conte où il montrait que le tyran était celui qui nous sauvait. Donc ils vont tenir un discours, une communication de « on va vous sauver, on va faire en sorte que ce soit possible, vous les auteurs, vous allez voir ». On va voir. En tous les cas, ce qu'on a déjà vu, c'est que par exemple, le livre du frère de Vincent Bolloré, Dieu et la science, qui prouve l'existence de Dieu, qui prouverait l'existence de Dieu par la science, est monté en top des ventes par des opérations de marketing et de communication bien ficelées. Ce qu'on a vu aussi, c'est le succès absolument incroyable d'un livre qu'il a accepté d'auto-éditer, qui est le livre de Zemmour. Donc, ce sont des exemples. Je pense qu'il y aura de tout. Alors, par exemple, il participe. C'est vrai qu'il a des maisons d'édition dans le groupe Editis qui sont très intéressantes, qu'il a participé il a complètement financé la création de cette nouvelle maison, Le Bruit du Monde, qui explore la littérature étrangère. Intéressante, de qualité. Mais pour combien de temps? On a eu tellement d'exemples de rassemblements, et puis au moment donné où ça ne convient plus à la personne en charge, l'actionnaire principal, eh bien on tire le tapis, c'est fini. C'est ce qui s'est passé notamment pour les librairies chapitre.com à un moment donné. Et donc on laisse ça sur tapis. Donc on ne peut pas, la seule proposition de résistance au long terme, c'est de garder cette indépendance, de travailler en coopération et d'être dans l'attention à cette création qui, aujourd'hui, on ne peut pas imaginer d'avancer sans ce contact au sensible, sans cette santé culturelle, je dirais. C'est Sophie Marie Plénopoulos, dans un rapport que j'avais commandé quand j'étais ministre sur l'éveil au sensible dès le plus jeune âge, qui avait tout simplement parlé, et c'est d'une évidence une fois qu'on l'a dit, de santé culturelle. La santé, elle passe aussi par ça. Et la beauté sauve. D'ailleurs, du coup, le Festival d'Avignon est un peu, encore une fois, ici, dans cet écrin, un lieu que ce soit le in ou le off, une poche de résistance, de réseau, voilà. Et pas seulement une poche d'effervescence. Voilà, une poche d'effervescence, de création, et plus que jamais, le besoin est énorme. Alors, dans une période comme celle-ci, où on sent bien que les salles de partage de sens, le cinéma, le théâtre, au quotidien, ont du mal à remplir leurs salles. Les libraires sont pour l'instant, la librairie est un petit peu désertée. Il y a une angoisse profonde. On parle beaucoup de crainte sur le pouvoir d'achat, ce qui est une réalité avec l'inflation. Mais pour autant, c'est étrange de déserter ces lieux qui ne sont pas des lieux de coûts inabordables, eu égard au coût de certains divertissements et notamment de l'accès à la culture par les voies des numériques, les abonnements en streaming. C'est quand même plus qu'un livre de poche par mois, on en a 4, 5, 6, et hop, voilà, on aurait déjà acheté quelques livres. L'avantage du livre, en l'occurrence, c'est qu'on y a accès gratuitement en bibliothèque, que les éditions de poche sont à des tarifs quand même très très abordables par rapport à tous les autres coûts de la consommation courante. Donc je ne pense pas que l'argument du pouvoir d'achat doive s'appliquer à cela. Je pense que c'est l'angoisse qui joue et qu'on ne dit pas assez que c'est essentiel. Et donc peut-être que du coup il n'y a pas
une prise de conscience de ce que ça peut apporter, ou on ne le sait pas. Et donc c'est aussi pour cela que non seulement un festival comme celui-là est indispensable, comme tous les festivals sur les territoires, puisque tout le monde n'habite pas à Paris, n'a pas accès à la culture qui se trouve dans notre capitale. On a besoin qu'elle émerge partout sur les territoires, et Dieu sait s'il y a de la création partout qui peut émerger, si on l'accompagne de façon, je dirais, en coopération avec toutes les collectivités territoriales, l'État, etc. Donc il faut absolument que cela soit possible. C'est pour ça que notamment la réussite du Pass Culture est très, très intéressante pour les jeunes, que les jeunes se sentent autorisés et qu'on travaille sur cet accès. Donc on passe plus de temps à faire peut-être de la pédagogie sur l'importance de la chose et de ce que ça peut amener comme bouleversement et comme, je dirais, connaissance de l'autre. Aller au théâtre, voir une pièce de théâtre, lire un livre, voir un film, c'est tout d'un coup vivre une autre vie que la sienne. Et c'est appréhender un autre monde, c'est découvrir le lointain, c'est découvrir l'autre. Et si on ne découvre pas tout ça, on va chacun vivre sur soi, avec des probabilités de désespérance, de violence et de renfermement sur soi. Et effectivement, on ira dans le métavers. Est-ce que quelle est justement l'espérance sur la suite du Festival d'Avignon? C'est une période de transition. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont posées pour l'avenir? Vous n'êtes pas obligé de me répondre, hein. C'est moi qui extrapole. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur cette phase de transition du festival? La transition, elle est toujours riche quand elle se passe de façon justement en coopération et en lien. C'est ce qui est en train de se passer manifestement. Olivier n'arrête pas de le dire, Olivier Pi et Thiago Rodriguez, enfin l'équipe Olivier Paul, Thiago Rodriguez, Anne de Amezaga, n'arrête pas de l'évoquer. C'était d'ailleurs un des soucis que nous avions quand, dans ma responsabilité de présidente du festival, j'ai souhaité qu'il y ait cet appel à projets, que nous entendions des projets de candidats et potentiels. Et c'est vrai que quand on a eu à découvrir le projet porté par Thiago Rodriguez, dont le titre à lui seul dit tout, puisqu'il avait intitulé ça « Avignon, un café lumineux pour l'Europe ». C'est une belle espérance.